Lors d'une visite surprise dans l'un de ses magasins, un homme d'affaires est confronté à une scène qu'il n'oubliera jamais. Une fillette en situation de misère tient une pièce et, avec toute son innocence, demande au comptoir quelque chose d'impossible, une maman. En comprenant la douleur derrière cette demande, l'homme d'affaires prend une décision qui changera non seulement sa vie à elle, mais aussi la sienne pour toujours. Si vous aimez les bonnes histoires, veuillez vous abonner à notre chaîne et dire d'où vous venez dans les commentaires. On continue. Le ciel parisien s'était assombri ce matin-là, présageant une journée pluvieuse sur les toits de la capitale française. Dans le 16e arrondissement, un quartier cossu où les façades haussmanniennes s'alignaient avec élégance, Pascal Beaumont consultait sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Propriétaire de la chaîne de supermarchés, Marché Beaumont, l'homme de 48 ans était connu pour sa ponctualité implacable et son exigence sans faille. Vêtu d'un costume impeccablement taillé, il sortit de sa berline noire et observa la devanture de son magasin phare, celui qui avait lancé son empire commercial 15 ans plus tôt. « Bonjour, monsieur Beaumont », le salua le gardien de sécurité, en ouvrant précipitamment la porte. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » Pascal hocha simplement la tête en guise de réponse. Ces visites surprises faisaient partie de sa méthode de gestion. Observer sans être attendu, saisir la réalité quotidienne de ses établissements sans le vernis des préparatifs. Il traversa les allées impeccablement rangées, notant mentalement les détails qui échappaient à ses employés. Une étiquette mal placée, un fruit légèrement abîmé dans le présentoir, une caissière au sourire trop crispé. « Tout semble en ordre », murmura-t-il pour lui-même, sortant discrètement son carnet pour y inscrire quelques observations. Le magasin était relativement calme à cette heure matinale, fréquenté principalement par des personnes âgées du quartier et quelques mères pressées déposant leurs enfants à l'école toutes proches. C'est alors qu'il la vit. Une petite silhouette se glissa par la porte automatique, provoquant un léger sursaut chez l'agent de sécurité qui ne s'attendait visiblement pas à voir une enfant seule. Pascal l'observa, intrigué. Ce n'était pas le genre de clientèle habituelle du quartier. La fillette devait avoir 6 ou 7 ans tout au plus. Ses vêtements élimés contrastaient violemment avec le cadre luxueux du supermarché. Ses cheveux châtains, emmêlés et ternes, encadraient un visage pâle où brillaient 2 grands yeux noisettes, emplis d'une détermination surprenante pour son âge. Elle avançait d'un pas hésitant mais résolu, serrant dans sa petite main quelque chose que Pascal ne distinguait pas encore. Ignorant les regards curieux des rares clients, elle se dirigea directement vers la caisse centrale, là où Sophie, la responsable du magasin, réorganisait des documents. Pascal s'approcha discrètement, assez près pour entendre sans être vu dissimuler derrière un présentoir de vin fin. « Bonjour, madame », dit la petite voix avec un accent qui trahissait les quartiers nord de la ville. « Je voudrais acheter une maman, s'il vous plaît. » Un silence stupéfait accueillit cette demande. Sophie, habituée aux questions les plus diverses, resta momentanément sans voix. Elle se pencha vers l'enfant, cherchant à comprendre si elle qu'avait bien entendu. « Une maman, ma petite, je ne suis pas sûre de comprendre. » La fillette ouvrit sa main, révélant une pièce de 2 € usée, probablement récupérée après de longues semaines d'économie. « J'ai de l'argent », insista-t-elle avec un sérieux déchirant. « C'est pour ma maman. Elle est très malade. Et je dois en acheter une nouvelle pour qu'elle puisse la guérir. » Pascal sentit sa gorge se nouer. Dans son monde de chiffres, de stratégie commerciale et d'expansion territoriale, cette petite fille venait d'introduire une réalité qu'il côtoyait sans jamais vraiment la voir. La pauvreté n'était pas un concept abstrait dans les rapports sociaux qu'il parcourait parfois. C'était cet enfant aux chaussures trouées et à la logique implacable de l'innocence. « Comment t'appelles-tu » demanda Sophie, visiblement émue. « Manon. »« Manon Leroy » répondit la fillette, serrant toujours sa précieuse pièce. « Ma maman s'appelle Juliette. Elle tousse beaucoup et elle est très chaude. Elle dit des choses bizarres quand elle dort et elle ne peut plus aller travailler chez les dames pour nettoyer leur maison. » D'autres employés s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de cette petite visiteuse inattendue. Un murmure, ému, parcourait le personnel tandis que Pascal, immobile, écoutait avec une attention qu'il réservait habituellement aux négociations les plus cruciales. « Et tu es venue toute seule jusqu'ici » s'inquiéta Sophie. Manon hocha gravement la tête.
J'ai pris le métro, j'ai regardé comment faisait maman quand on allait chez le docteur la dernière fois. Mais maintenant, elle ne peut plus y aller parce qu'on n'a plus assez d'argent. Alors, j'ai pensé qu'une nouvelle maman saurait comment la soigner. » La logique enfantine, dans sa simplicité déchirante, fit monter les larmes aux yeux de plusieurs témoins de la scène. Pascal lui-même, réputé pour son sang-froid en toutes circumstances, sentit une émotion inhabituelle l'envahir. Il s'avança, sortant de l'ombre du présentoir, surprenant ses employés qui ne l'avaient pas remarqué jusqu'alors. « Manon, dit-il doucement, en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur, nous n'avons pas de maman à vendre ici. » Le visage de la fillette se décomposa, la déception et le désespoir se mêlant dans ses yeux trop grands pour son visage émacié. « Mais, continua Pascal, surpris par ses propres paroles, je connais un très bon docteur qui pourrait venir voir ta maman. Voudrais-tu me montrer où elle est ?» L'espoir illumina instantanément le regard de Manon. « Vous allez aider ma maman à guérir, vraiment ?» Pascal acquiesça, incapable de faire marche arrière face à cette confiance soudaine. Il se redressa et se tourna vers Sophie. « Annulez tous mes rendez-vous de la journée et préparez un panier. Avec des produits essentiels et des fruits, beaucoup de fruits. » Tandis que Sophie s'empressait d'exécuter ses demandes, Pascal sentit son téléphone vibrer dans sa poche. L'écran affichait le nom de Diane, sa fiancée, qui attendait probablement son appel pour confirmer leur dîner avec des investisseurs. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il ignora l'appel. Quelques minutes plus tard, Pascal suivait Manon à travers les rues de Paris, son chauffeur les conduisant vers le nord de la ville. La fillette, initialement méfiante, s'était progressivement détendue, lui expliquant avec des mots simples comment sa mère, femme de ménage, était tombée malade après avoir travaillé sous la pluie pour ne pas manquer une journée de salaire. Le contraste était saisissant entre les quartiers qu'il traversait. Des façades élégantes du 16e, il passait aux immeubles plus modestes, puis aux bâtiments défraîchis des quartiers populaires. Le chauffeur jeta un regard inquiet dans le rétroviseur lorsqu'ils entrèrent dans une cité connue pour sa précarité, mais Pascal lui fit signe de continuer. « C'est là », indiqua finalement Manon, pointant un immeuble grisâtre dont la façade s'écaillait par endroits. Pascal hésita un instant. En 48 ans d'existence, il n'avait jamais mis les pieds dans ce type de lieu. Son monde était fait de restaurants étoilés, de bureaux luxueux et d'appartements haussmanniens. Pourtant, la main confiante de Manon qui se glissait dans la sienne le ramena à l'essentiel. Il n'était plus simplement Pascal Beaumont, l'homme d'affaires redouté et admiré. Il était simplement un humain face à la détresse d'une enfant. « Allons voir ta maman », dit-il doucement, serrant la petite main dans la sienne alors qu'il s'engageait dans l'entrée sombre de l'immeuble. L'ascenseur était en panne, comme l'indiquait une pancarte jaunie par le temps. Ils montèrent les 6 étages à pied, Manon lui expliquant qu'elle avait l'habitude, que sa mère et elle faisaient ce trajet plusieurs fois par jour. À chaque marche, Pascal sentait s'éloigner le monde qu'il connaissait, comme s'il remontait, un tunnel vers une réalité parallèle qui avait toujours existé sans qu'il ne la voie vraiment. Au 6e étage, Manon le conduisit vers une porte dont la peinture s'écaillait. Elle sortit une clé attachée à un cordon qu'elle portait autour du cou, dissimulé sous son t-shirt, et l'inséra dans la serrure avec la dextérité que confère l'habitude. « Maman » appela-t-elle doucement en entrant, « j'ai trouvé quelqu'un pour t'aider. » L'appartement, si l'on pouvait vraiment l'appeler ainsi, se résumait à une pièce unique d'environ 20 mètres carrés. L'air y était lourd, chargé d'humidité et d'une odeur de médicaments bon marché. Une fenêtre aux rideaux jaunis filtrait une lumière grisâtre qui révélait la pauvreté des lieux sans aucune complaisance. Dans un coin, un matelas posé à même le sol occupait un quart de l'espace. C'est là que gisait une femme, les traits tirés par la fièvre, les cheveux collés sur un front luisant de sueur. Pascal resta figé sur le seuil, le panier de provisions serré contre lui comme un bouclier. Jamais dans sa vie privilégiée, il n'avait été confronté aussi directement à la misère. Les statistiques qu'il lisait parfois dans les rapports économiques prenaient un soudain corps devant lui, incarné par cette femme malade et sa fille courageuse. « Manon » murmura faiblement la femme en entr'ouvrant les yeux. « Où étais-tu passé? Je t'avais dit de rester. » Son regard fiévreux se posa alors sur Pascal, et une lueur de panique traversa son visage émacié.
Elle tenta de se redresser, mais retomba, aussitôt visiblement trop faible pour se lever. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Manon, viens ici tout de suite. » La fillette courut vers sa mère, grimpant sur le matelas avec l'agilité de l'habitude. « C'est un monsieur du grand magasin, maman, » expliqua-t-elle avec enthousiasme. « Il a dit qu'il va t'aider à guérir. J'ai été chercher une nouvelle maman, comme dans l'histoire du livre, tu sais. Mais le monsieur a dit qu'il connaît un docteur à la place. » Le visage de Juliette se durcit malgré la fièvre. La méfiance et la fierté se lisaient clairement dans ses yeux, mêlées à une fatigue profonde qui semblait s'être installée bien avant la maladie. « Nous n'avons pas besoin de charité, » articula-t-elle avec difficulté. « Manon n'aurait jamais dû... Veuillez nous excuser et partir, s'il vous plaît. » Pascal avança d'un pas, posant le panier sur une petite table branlante qui semblait servir à la fois de bureau, de table à manger et de plan de travail. « Madame Leroy, commença-t-il, cherchant ses mots avec une maladresse inhabituelle, pour cet homme d'affaires si éloquent dans les conseils d'administration. « Votre fille est venue dans mon magasin aujourd'hui. Elle était très inquiète pour vous. » Une quinte de toux interrompit Juliette avant qu'elle ne puisse répondre. Une toux profonde, déchirante, qui résonna dans la petite pièce comme un avertissement. Pascal nota les médicaments bon marché alignés près du matelas, des génériques de paracétamol qui ne pouvaient clairement pas suffire face à ce qui ressemblait à une pneumonie sévère. « Je m'appelle Pascal Beaumont, » reprit-il une fois, la quinte calmée. « Et je vous promets que je ne suis pas venu par pitié ou pour vous juger, mais votre fille a fait preuve d'un tel courage aujourd'hui que je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Juliette ferma les yeux un instant, visiblement épuisée par l'effort que représentait cette conversation. « Nous avons connu des jours meilleurs, » murmura-t-elle finalement. « J'ai perdu 3 de mes emplois de ménage ce mois-ci parce que je n'étais pas assez efficace. Puis cette fièvre, je n'ai pas d'assurance, pas de mutuelle. J'attendais juste que ça passe. »« Et l'école de Manon ?» demanda doucement Pascal, regardant la fillette qui caressait maladroitement les cheveux de sa mère avec une tendresse bouleversante. Un sourire triste effleura les lèvres gercées de Juliette. Elle n'y est pas allée cette semaine. Je ne pouvais pas la préparer, et je craignais que les services sociaux ne s'en mêlent s'ils voyaient qu'elle n'était pas proprement habillée ou nourrie. Ils nous surveillent déjà, vous savez. Une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts, c'est toujours suspect à leurs yeux. Pascal sentit une colère sourde monter en lui. Non pas contre cette femme qui luttait avec dignité, mais contre un système qui permettait qu'une telle situation existe à quelques kilomètres à peine de son appartement du 16e arrondissement. « Madame, Leroy, je voudrais appeler mon médecin personnel, » dit-il fermement. « Il pourrait être ici dans moins d'1 heure, s'il vous plaît. Laissez-moi faire ça. » Juliette le dévisagea longuement, jaugeant sa sincérité avec la méfiance de ceux qui ont trop souvent été déçus. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. » Pascal regarda Manon, qui observait leur échange avec de grands yeux inquiets. « Parce que votre fille a cru qu'on pouvait acheter une mère avec une pièce de 2 €, répondit-il simplement. « Et parce que j'ai réalisé aujourd'hui que, malgré tous mes succès commerciaux, je n'ai jamais rien fait de vraiment significatif dans ma vie. » Un silence s'installa, troublé seulement par la respiration difficile de Juliette. Finalement, elle hocha faiblement la tête. « D'accord, » concéda-t-elle, « mais je vous rembourserai d'une façon ou d'une autre. » Pascal acquiesça, respectant cette fierté qui semblait être le dernier rempart de Juliette contre le désespoir. Il sortit son téléphone et composa le numéro du docteur Martin, son médecin depuis plus de 15 ans, un homme discret et compétent qui ne posait jamais de questions déplacées. Pendant qu'il expliquait la situation, il observa Manon qui chuchotait quelque chose à l'oreille de sa mère. Le contraste entre l'innocence de l'enfant et la dureté du monde dans lequel elle grandissait lui serra le cœur d'une façon qu'il n'aurait jamais cru possible. Le docteur Martin promit d'arriver dans les 40 minutes avec tout le nécessaire. Pascal raccrocha et se tourna vers Juliette et Manon. « Il sera bientôt là, » assura-t-il. « En attendant, avez-vous faim? J'ai apporté quelques provisions. » Manon sauta du matelas et courut vers le panier, son visage s'illuminant devant les fruits frais et les aliments qu'ils contenaient. « Regarde, maman, des fraises et du chocolat. » Juliette semblait sur le point de refuser, mais l'enthousiasme de sa fille la fit céder. « Tu peux prendre une fraise, ma chérie, mais pas trop, ton estomac n'est plus habitué à ces choses. » Cette remarque prononcée avec la résignation de l'habitude
frappa Pascal plus durement qu'un coup physique. Dans son monde, les privations étaient choisies, un régime pour perdre quelques kilos, une restriction temporaire pour économiser en vue d'un achat important. Ici, la faim était une compagne, quotidienne, un état de fait contre lequel on ne se révoltait même plus. Pascal s'approcha de la petite fenêtre, regardant la vue qui s'offrait. Un paysage de toits délabrés, d'antennes paraboliques rouillées, et au loin, ironiquement, la silhouette de la tour Eiffel, symbole d'une ville dont la beauté et la richesse semblaient scandaleusement inaccessibles pour les habitants de cet immeuble. Le temps passa lentement, rythmé par la respiration laborieuse de Juliette et les questions occasionnelles de Manon, qui s'était enhardie à demander à Pascal s'il avait des enfants. Pourquoi il portait une cravate même quand il ne faisait pas froid? Et si les gens riches mangeaient des fraises tous les jours? Lorsque des coups discrets retentirent à la porte, Pascal sentit un soulagement immense. Le docteur Martin était arrivé, portant sa mallette médicale et un sac supplémentaire qui, Pascal le savait, contenait des médicaments bien plus efficaces que les génériques bon marché alignés près du matelas. « Bonjour », dit simplement le médecin en entrant, son regard professionnel évaluant immédiatement la situation sans laisser transparaître le moindre jugement. « Je suis le docteur Martin. Vous devez être Madame Leroy ?» Juliette acquiesça faiblement tandis que Manon observait le nouveau venu avec un mélange de crainte et d'espoir. « Puis-je vous examiner ?» demanda-t-il en s'approchant du matelas. Pascal prit doucement Manon par la main. « Viens, nous allons attendre dehors pendant que le docteur s'occupe de ta maman. » La fillette hésita, son regard allant de sa mère au médecin. « C'est un gentil docteur ?» demanda-t-elle avec la méfiance des enfants qui ont appris trop tôt à se méfier des inconnus. Le meilleur, assura Pascal. Il a soigné ma propre mère pendant des années. Cette référence maternelle sembla convaincre Manon, qui accepta de suivre Pascal sur le palier étroit de l'immeuble. Ils s'assirent sur les marches de l'escalier, la fillette jouant distraitement avec un petit porte-clés en forme d'étoile, seul ornement attaché à la clé de leur appartement. « Est-ce que ta maman va mourir ?» demanda-t-elle soudain, son regard levé vers Pascal avec une gravité qui n'appartenait pas à l'enfance. Pascal sentit sa gorge se serrer. Comment répondre à une telle question? La vérité était qu'il n'en savait rien. La pneumonie pouvait être mortelle si elle n'était pas traitée correctement, surtout chez une personne déjà affaiblie par la malnutrition et l'épuisement. « Non », répondit-il fermement, refusant même d'envisager cette possibilité. « Le docteur Martin va lui donner des médicaments très puissants, et nous allons nous assurer qu'elle mange bien, qu'elle se repose et qu'elle retrouve toutes ses forces. »« Promis ?» insista Manon, son petit doigt tendu vers lui dans ce geste universel des promesses enfantines. Pascal entrelaça son petit doigt avec celui de l'enfant, scellant un pacte dont il mesurait à peine la portée. « Promis », murmura-t-il surpris, par l'émotion qui faisait trembler sa voix. Les jours qui suivirent cette première rencontre s'écoulèrent dans une étrange suspension du temps, comme si deux mondes parallèles s'étaient soudain entrechoqués, forçant Pascal à naviguer entre des réalités diamétralement opposées. Le diagnostic du docteur Martin avait été sans appel. Pneumonie sévère, état de malnutrition chronique, épuisement profond. Sans soins immédiats et suivis, l'état de Juliette aurait pu se détériorer rapidement vers une issue fatale. Pascal avait pris des décisions immédiates avec cette efficacité qui avait fait sa réputation dans le monde des affaires. Une infirmière à domicile, payée discrètement, venait désormais matin et soir administrer les antibiotiques par intraveineuse et surveiller l'évolution de l'état de Juliette. Un service de livraison déposait quotidiennement des repas équilibrés préparés spécialement selon les recommandations nutritionnelles du médecin. Des draps propres, des vêtements neufs pour Manon, des produits d'hygiène de qualité, tout ce qui manquait cruellement dans ce petit appartement apparaissait comme par magie, apporté par Pascal lui-même ou livré en son nom. Ce matin-là, 3 jours après sa première visite, Pascal gravissait les 6 étages de l'immeuble pour la 3e fois, portant un sac contenant des livres pour Manon et quelques magazines pour Juliette. Il avait appris au détour d'une conversation que la jeune femme aimait lire mais avait dû vendre la plupart de ses livres pour payer le loyer quelques mois auparavant.
Monsieur Pascal, s'écria Manon en ouvrant la porte avant même qu'il n'ait frappé, comme si elle avait guetté son arrivée. Son visage s'était déjà transformé en ces quelques jours, les joues légèrement plus pleines, le teint moins gris, et surtout, ce sourire lumineux qui semblait avoir effacé la gravité précoce de son regard. « Bonjour Manon », répondit-il en se penchant pour recevoir l'étreinte spontanée de « à la fillette ». Ce geste d'affection si naturel pour l'enfant le déconcertait encore. Dans son entourage, les démonstrations émotionnelles étaient rares, mesurées, presque calculées. « Comment va ta maman aujourd'hui? Elle a mangé toute sa soupe ce matin », annonça fièrement Manon en le tirant par la main vers l'intérieur. Et elle a dit qu'elle avait moins mal quand elle respire. L'appartement avait déjà changé d'aspect. Sans être luxueux, il était désormais propre, rangé, et équipé de quelques meubles essentiels qu'il avait fait livrer. Un vrai lit pour Juliette, une petite table avec 2 chaises, une étagère, pour les quelques affaires de Manon. La fenêtre, maintenant ornée de rideaux frais, laissait entrer une lumière qui ne semblait plus aussi triste qu'auparavant. Juliette était assise dans le lit, adossée à des oreillers. Ses cheveux, lavés et coiffés, encadraient un visage toujours pâle, mais moins marqué par la souffrance. Elle posa le livre qu'elle lisait et accueillit Pascal avec un sourire hésitant, où la gratitude se mêlait encore à une forme de méfiance. « Monsieur Beaumont », dit-elle simplement. Sa voix restait faible, mais avait perdu cette raucité douloureuse des premiers jours. « Comment vous sentez-vous » demanda Pascal en déposant son sac sur la table. « Mieux », répondit-elle avant d'ajouter après une hésitation. « Grâce à vous !» Un silence s'installa chargé des non-dits qui flottaient entre eux depuis le début. Pourquoi faisait-il tout cela? Jusqu'où irait cette aide inattendue? Quelles seraient les conséquences de cette intrusion soudaine d'un homme riche dans leur vie précaire? J'ai apporté quelques livres, dit-il finalement sortant les ouvrages du sac. Des contes pour Manon et quelques romans pour vous. L'infirmière m'a dit que vous pouviez désormais lire un peu sans vous fatiguer. Manon se précipita pour découvrir ses nouveaux trésors, tandis que Juliette acceptait avec précaution les livres que Pascal lui tendait. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela, murmura-t-elle en feuilletant distraitement un des romans. « Je sais, répondit-il simplement. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Pascal eut l'impression que Juliette le voyait vraiment, au-delà du costume sur mesure et du statut social. Quelque chose d'indicible passa entre eux, une reconnaissance mutuelle qui dépassait les circonstances de leur rencontre. « Manon doit retourner à l'école, » dit soudain Juliette, brisant ce moment. « Elle a déjà manqué plus d'1 semaine, et je crains que... » « J'ai pris la liberté de contacter son école, » l'interrompit doucement Pascal. « J'ai expliqué la situation et ils sont prêts à l'accueillir dès lundi. J'ai également... » Il hésita, conscient de marcher sur un terrain délicat. « J'ai réglé les frais de cantine pour le reste de l'année, ainsi que les fournitures. » Manquante. Le visage de Juliette se ferma instantanément. « Je ne peux pas accepter cela. »« Considérez que c'est un prêt, » proposa Pascal, anticipant sa réaction. « Vous me rembourserez quand vous serez remise et que vous aurez retrouvé un emploi stable. » Cette formulation sembla apaiser momentanément la fierté blessée de Juliette, bien qu'ils sachent tous deux qu'un tel remboursement serait pratiquement impossible vu l'écart abyssal entre leurs situations financières. « Et à ce propos, » continua Pascal, « j'aurais peut-être une proposition à vous faire. Pas maintenant, bien sûr, quand vous serez rétabli. »« Quel genre de proposition ?» demanda Juliette, la méfiance revenant instantanément dans sa voix. Pascal se maudit intérieurement pour sa maladresse. Il n'avait pas l'habitude de ménager ainsi les susceptibilités. Dans son monde, les transactions étaient claires, directes, sans ambiguïté émotionnelle. « Rien qui ne vous mette mal à l'aise, » assura-t-il. « Il s'agit simplement d'un poste qui pourrait vous intéresser dans l'une de mes entreprises. Nous en parlerons plus tard quand le moment sera venu. » Avant que Juliette ne puisse répondre, le téléphone de Pascal sonna. Le nom de Diane, sa fiancée, s'affichait pour la énième fois. Il avait esquivé ses appels ces derniers jours, prétextant une crise majeure avec un fournisseur pour justifier ses absences répétées aux dîners et réceptions qu'elle organisait méticuleusement. « Excusez-moi, » dit-il en se levant pour prendre l'appel près de la fenêtre. La conversation fut brève et tendue. Diane exigeait sa présence à un gala de charité ce soir-là,
un événement crucial où seraient présents des investisseurs potentiels pour leur nouveau projet immobilier. Pascal promit d'être là, raccrochant avec un soupir qui n'échappa pas à Juliette. « Votre femme s'inquiète, dit-elle doucement. « Ma fiancée, corrigea Pascal, et elle s'inquiète surtout pour le projet immobilier que nous devions présenter ce soir. » Un sourire ironique effleura les lèvres de Juliette. « La vie est étrange, vous vous inquiétez? De projets immobiliers à plusieurs millions, et moi je m'inquiète de savoir si nous aurons encore un toit le mois prochain. » Cette remarque dénuée d'amertume mais empreinte d'une lucidité tranchante toucha Pascal plus qu'il ne voulut l'admettre. Les priorités qui avaient gouverné sa vie jusqu'alors lui apparaissaient soudain dans toute leur vacuité. « Le propriétaire menace de vous expulser ?» demanda-t-il, saisissant la balle au bond. Juliette détourna le regard. « J'ai 2 mois. » « De retard. Il a été patient jusqu'à maintenant, mais sa patience a des limites. »« Je peux m'en occuper, » proposa immédiatement Pascal. « Non, » trancha Juliette avec une fermeté qui contrastait avec sa faiblesse physique. « J'accepte votre aide pour ma santé, pour Manon, mais je ne veux pas devenir dépendante. Je dois trouver mes propres solutions. » Pascal respecta ce refus, comprenant qu'il touchait à quelque chose d'essentiel pour Juliette. Sa dignité, son autonomie, ce qui lui restait de contrôle sur sa vie. « Maman !» intervint Manon, qui avait écouté leur conversation tout en feuilletant « Ces nouveaux livres ? Tu dis toujours qu'il faut accepter l'aide quand on en a besoin. C'est ce que tu m'as appris quand j'avais peur de demander à la maîtresse pour les crayons. » Cette remarque innocente fit sourire les 2 adultes, désamorçant la tension qui s'était installée. « Sage enfant, » murmura Pascal. « Trop sage parfois, » répliqua Juliette en caressant les cheveux de sa fille. Le reste de la visite se déroula dans une atmosphère plus légère. Pascal aida Manon à déchiffrer quelques pages d'un conte, surpris par l'intelligence vive de l'enfant, malgré les lacunes évidentes dans son éducation. Juliette les observait, partagée entre la joie de voir sa fille s'épanouir et la crainte de ce que l'avenir leur réservait quand cet homme retournerait définitivement à son monde. Lorsque Pascal annonça qu'il devait partir pour se préparer pour le gala, une ombre passa sur le visage de Manon. « Vous reviendrez demain ?» demanda-t-elle, avec cette franchise désarmante des enfants. Pascal hésita. Demain était dimanche, le jour qu'il passait traditionnellement avec Diane, visitant des galeries d'art ou déjeunant avec des amis communs. « Oui, » répondit-il finalement, « je reviendrai demain. » En quittant l'immeuble, Pascal fut surpris de constater à quel point cette promesse lui semblait plus importante que toutes les obligations mondaines qui l'attendaient. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que ses actions avaient un impact réel, tangible, sur la vie de quelqu'un. Dans sa voiture luxueuse qui le ramenait vers son appartement du 16e arrondissement, il repensa aux paroles de Manon le jour de leur rencontre. Elle voulait acheter une maman avec sa pièce de 2 €. L'ironie ne lui échappait pas. C'était lui qui avait été acheté, en quelque sorte. Acheté non pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux, l'innocence d'une enfant et la dignité silencieuse d'une femme luttant contre l'adversité. Ce soir, au gala, il jouerait son rôle comme il l'avait toujours. Faites le brillant homme d'affaires, le fiancé attentionné, l'hôte charmant. Mais une partie de lui resterait dans ce petit appartement du 6e étage, là où pour la première fois depuis longtemps, il s'était senti véritablement vivant. Le gala de charité se déroulait dans l'un des hôtels particuliers les plus prestigieux de Paris, un joyau architectural du XVIIIe siècle, dont la façade illuminée se reflétait dans les eaux de la Seine. Les invités, triés sur le volet parmi l'élite parisienne, évoluaient dans des salons aux dorures éclatantes, vêtus de tenues de soirée dont le prix aurait pu nourrir une famille comme celle de Juliette pendant des mois. Pascal, impeccable dans son smoking, tenait machinalement une coupe de champagne millésimée qu'il n'avait pas touchée. À ses côtés, Diane resplendissait dans une robe haute couture, sa beauté froide et sophistiquée attirant les regards admiratifs. Elle parlait avec animation à un couple d'investisseurs potentiels, vantant les mérites du nouveau complexe résidentiel de luxe que leur société projetait de construire dans le 8e arrondissement. « N'est-ce pas, Pascal ?» demanda-t-elle soudain, le ramenant brutalement à la réalité. « Pardon ?» répondit-il, conscient d'avoir été absent mentalement. Diane lui adressa un sourire crispé, celui qu'elle réservait aux situations où il la décevait en public. «
Je disais justement à monsieur et madame Valmont que notre projet respectera parfaitement l'esthétique haussmannienne tout en offrant un confort ultramoderne. Bien sûr, acquiesça mécaniquement Pascal, avant d'ajouter avec une sincérité qui le surprit lui-même. Bien que je me demande parfois si Paris n'a pas davantage besoin de logements accessibles que de nouveaux appartements de luxe. Un silence gêné suivit cette remarque. Diane lui lança un regard stupéfait, tandis que madame Valmont toussautait discrètement derrière sa coupe de champagne. « Mon cher, vous nous surprenez », intervint monsieur Valmont avec un rire forcé. « Vous n'allez pas vous mettre à la philanthropie maintenant? Laissez cela aux artistes et aux héritiers désœuvrés. » Des rires polis accueillirent cette plaisanterie, mais Pascal ne parvint pas à se joindre à l'hilarité générale. Son esprit était ailleurs, dans un appartement exigu du nord de Paris, où une petite fille lisait peut-être un des livres qu'il lui avait apportés, pendant que sa mère luttait contre la maladie et l'incertitude. « Excusez-moi, dit-il en posant sa coupe sur le plateau d'un serveur qui passait. J'ai un appel important à passer. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers l'une des terrasses désertes qui donnaient sur le jardin de l'hôtel particulier. L'air frais de la soirée lui fit du bien, chassant momentanément le parfum entêtant du luxe et des conversations superficielles. Il sortit son téléphone et, sans réfléchir, composa le numéro de l'infirmière qu'il avait engagée pour veiller sur Juliette. Une brève conversation le rassura. La patiente avait passé une bonne journée, sa fièvre avait encore baissé, et la petite s'était endormie en serrant contre elle un des livres qu'il avait apportés. Pascal, la voix de Diane le fit se retourner. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, son visage parfait figé dans une expression d'incompréhension totale. « À qui téléphonais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement ailleurs. » Depuis des jours. Pascal rangea son téléphone, conscient qu'il ne pourrait plus longtemps dissimuler la vérité à sa fiancée. « Viens t'asseoir », proposa-t-il en indiquant un banc de pierre ouvragé qui ornait la terrasse. Méfiante, Diane s'approcha, prenant soin de ne pas froisser sa robe en s'asseyant. « Il y a quelques jours, » commença Pascal, « une petite fille est entrée dans l'un de mes magasins. Elle voulait acheter une mère avec une pièce de 2 €, parce que la sienne était malade. » Il raconta alors toute l'histoire, sans omettre aucun détail, observant les réactions de Diane passer de la surprise à l'incrédulité, puis à une forme de consternation glacée. « Tu es en train de me dire, » résuma-t-elle lorsqu'il eut terminé, « que tu as pratiquement adopté une femme de ménage malade et sa fille, et que c'est pour ça que tu as manqué tous nos engagements. » « Cette semaine ?» La façon dont elle formulait les choses fit grimacer Pascal. Dit ainsi, son comportement semblait effectivement absurde, irrationnel, presque suspect. « Je les aide, c'est tout, » précisa-t-il. « Cet enfant a fait preuve d'un courage extraordinaire, et sa mère... »« Sa mère quoi ?» coupa Diane, une lueur dangereuse dans le regard. « Ne me dis pas que tu as des sentiments pour cette femme. » Pascal secoua la tête, agacé par cette réduction. De la situation à une histoire de séduction ou de conquête. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réaliser qu'à quelques kilomètres d'ici, des gens comme Juliette et Manon luttent quotidiennement pour survivre, pendant que nous débattons du marbre à choisir pour les salles de bain d'appartement à 5 millions d'euros. Diane se leva brusquement, lissant sa robe d'un geste nerveux. « Je ne te reconnais plus, Pascal. Si tu veux jouer les sauveurs, fais un don à une association. Deviens mécène d'une fondation, mais ne t'implique pas personnellement dans la vie de ces gens. Ça ne peut qu'apporter des problèmes. » « Quel problème ?» demanda Pascal, sincèrement, curieux de comprendre sa logique. « Des rumeurs, des malentendus, des demandes sans fin, » énuméra-t-elle comme si c'était une évidence. « Et puis, que va penser ton conseil d'administration si on apprend que le PDG du groupe Beaumont passe? Séjourner dans un taudis du 18e arrondissement? As-tu pensé à l'image de l'entreprise ?» Pascal la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme qu'il côtoyait depuis 3 ans, avec qui il partageait sa vie, ses projets, son lit, lui apparaissait soudain comme une étrangère. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé, transformé par sa rencontre avec Manon et Juliette. « Je crois que nous n'avons pas les mêmes priorités, » dit-il finalement. « Visiblement, » rétorqua Diane, « mais j'espère que cette lubie te passera vite. Nous avons un mariage à préparer, je te rappelle. Dans 4 mois, Pascal, 4 mois. Et tu n'as même pas pris le temps de rencontrer le traiteur que j'ai présélectionné. »
L'absurdité de la situation frappa Pascal de plein fouet. D'un côté, une femme qui s'inquiétait du choix du traiteur pour un mariage qui coûterait une fortune. De l'autre, une mère qui luttait pour offrir un repas décent à sa fille. « Je serai là demain pour le rendez-vous avec le traiteur », promit-il néanmoins, sachant qu'une confrontation en plein gala ne mènerait à rien. Diane parut momentanément apaisée. « Bien, et tu vas mettre fin à cette situation, n'est-ce pas? Tu peux leur faire un virement, leur trouver un logement décent si tu y tiens vraiment, mais ensuite, tu coupes les ponts. » Ce n'était pas une question, mais un ultimatum à peine voilé. Pascal ne répondit pas, conscient qu'aucune réponse ne satisferait Diane, tout en respectant ce qu'il ressentait désormais. Ils rejoignirent à la réception, où Pascal joua parfaitement son rôle pour le reste de la soirée, échangeant des plaisanteries avec les investisseurs, discutant stratégie commerciale avec d'autres entrepreneurs, complimentant les épouses sur leur tenue ou leurs bijoux. Mais une partie de lui restait détachée, observant ce monde privilégié avec un regard neuf, notant l'obscénité des dépenses, l'inanité de certaines conversations, la superficialité des relations. Lorsqu'ils rentrèrent enfin à leur appartement du 16e arrondissement, un duplex avec vue sur la tour Eiffel dont la décoration avait coûté une petite fortune, Pascal se sentit étrangement mal à l'aise. Ce lieu qui avait été son refuge, son cocon de luxe et de confort, lui semblait maintenant froid, impersonnel, presque hostile. « Tu viens te coucher » demanda Diane depuis la chambre où elle se démaquillait déjà devant sa coiffeuse en « Acajou. »« Plus tard » répondit-il. « J'ai quelques dossiers à revoir. » Il s'installa dans son bureau, mais au lieu d'allumer son ordinateur, il resta immobile, contemplant la vue nocturne de Paris qui s'étendait devant lui. Quelque part dans cette mer de lumière se trouvait un petit appartement où dormaient Juliette et Manon. Était-elle en sécurité? La fièvre de Juliette avait-elle vraiment baissé? Manon avait-elle fait des cauchemars? Ses préoccupations, si éloignées de ses soucis habituels de chiffre d'affaires et de stratégie d'expansion, l'habitaient désormais avec une intensité qui le surprenait lui-même. Son téléphone vibra, le tirant de ses réflexions. Un message de Sophie, la responsable du magasin où tout avait commencé. « Monsieur Beaumont, je me permets de vous contacter car plusieurs employés demandent des nouvelles de la petite fille. Pouvons-nous faire quelque chose pour l'aider ?» Ce simple message réchauffa le cœur de Pascal. Il n'était pas seul à avoir été touché par Manon. D'autres avaient vu en elle non pas un cas social, une statistique, mais un être humain méritant attention et compassion. Il répondit rapidement, proposant d'organiser une collecte de jouets et de vêtements pour Manon parmi le personnel, puis ajouta presque impulsivement « Et voyez si certains de nos fournisseurs seraient prêts à soutenir un projet social pour les familles monoparentales en difficulté. » Une idée commençait à germer dans son esprit, encore floue, mais de plus en plus insistante. Et si son entreprise, au-delà de la recherche du profit, pouvait avoir un impact social positif? Et si sa réussite personnelle pouvait servir à autre chose qu'à accumuler toujours plus de richesses? Il s'endormit dans son fauteuil, épuisé mais étrangement serein, comme si une partie de lui avait enfin trouvé sa voie, son véritable Habat. Le lendemain matin, il fut réveillé par Diane, qui déposait brusquement une tasse de café sur son bureau. « Tu as dormi ici toute la nuit ?» demanda-t-elle visiblement contrariée. Pascal se redressa, grimaçant en sentant les courbatures dues à sa position inconfortable. « J'ai dû m'assoupir en travaillant », mentit-il à moitié. Diane consulta sa montre avec ostentation. « Nous avons rendez-vous avec le traiteur à 11 heures. Je suppose que tu t'en souviens. »« Bien sûr », assura Pascal, bien que ce rendez-vous lui parût maintenant d'une futilité confondante. « Et ensuite, nous déjeunons chez mes parents », rappela-t-elle. « Papa veut discuter de ton discours pour le prochain conseil d'administration. Il pense que tu devrais annoncer une restructuration pour rassurer les actionnaires. » Le père de Diane, ancien ministre et actionnaire important du groupe Beaumont, avait toujours eu une influence considérable sur les décisions de Pascal, prodiguant des conseils qui ressemblaient souvent à des directives. Une restructuration signifierait des licenciements, objecta Pascal. Nos résultats sont bons, je ne vois pas pourquoi nous sacrifierions des emplois simplement pour rassurer des actionnaires déjà largement bénéficiaires. Diane le dévisagea avec surprise. Depuis quand te préoccupes-tu autant du sort des employés? C'est cette femme, n'est-ce pas? Elle t'a retourné le cerveau avec ses histoires de misère.
La colère monta en Pascal, une colère froide qu'il contint à grand-peine. Juliette n'a rien à voir là-dedans. Elle ne s'est jamais plainte de sa situation malgré les épreuves qu'elle traverse. C'est moi qui ai ouvert les yeux sur certaines réalités, c'est tout. Écoute, dit Diane, en s'asseyant face à lui, adoptant un ton plus conciliant. Je comprends que cette rencontre t'ait émue. C'est normal, tu as un bon cœur, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Mais tu ne peux pas sauver tout le monde, Pascal. Ta responsabilité première est envers tes actionnaires, tes employés, et envers nous, notre futur. Pascal la regarda longuement, mesurant le fossé qui s'était creusé entre eux sans qu'ils s'en rendent compte. Ils utilisèrent les mêmes mots, responsabilité, avenir, mais leur donnaient des sens radicalement différents. « J'irai voir Juliette et Manon après le déjeuner chez tes parents », annonça-t-il calmement. « Je leur ai promis de passer aujourd'hui. » Le visage de Diane se ferma instantanément. « Tu choisis donc de les faire passer avant notre famille ? Ce n'est pas une question de choix ou de priorité, » tenta d'expliquer Pascal. « C'est une question d'engagement, de parole donnée. Ta parole devrait d'abord m'être donnée à moi, ta future femme, » s'emporta Diane, perdant momentanément son calme habituel. Pascal se leva, contournant le bureau pour lui faire face. « Ma parole t'est donnée, Diane. Mais elle est aussi donnée à cet enfant qui compte sur moi et à sa mère qui lutte pour survivre. Je ne vais pas les abandonner simplement parce que leur existence complique notre agenda social. » Le mois de mai touchait à sa fin, apportant à Paris cette lumière particulière qui donne à la ville son surnom de Cité Lumière. Dans le petit appartement du 6e étage, désormais méconnaissable grâce aux améliorations apportées par Pascal, Juliette se tenait devant le miroir récemment installé dans la salle de bain. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'observait vraiment, notant les changements dans son apparence. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur, ses cheveux brillaient à nouveau, et même si la fatigue marquait encore ses traits, elle reconnaissait enfin la femme qu'elle avait été avant que la précarité n'érode sa santé et sa confiance. Le médecin l'avait déclarée officiellement guérie de sa pneumonie, même s'il lui recommandait encore de la prudence et du repos. Mais Juliette ne pouvait plus se permettre l'inactivité. Malgré la générosité de Pascal, ou peut-être à cause d'elle, elle ressentait un besoin impérieux de reprendre le contrôle de sa vie, de retrouver son indépendance. « Maman, regarde ce que M. Pascal m'a apporté », s'écria Manon en déboulant dans la minuscule salle de bain, brandissant fièrement un cartable neuf. « Il dit que c'est pour la rentrée, même si c'est encore loin. » Juliette sourit à sa fille, émerveillée par la transformation qui s'était opérée chez elle aussi. Manon avait retrouvé cette insouciance propre à l'enfance, cette capacité à s'émerveiller et à rire qui avait été étouffée par les soucis et les privations. Elle avait repris l'école avec enthousiasme, rattrapant rapidement son retard grâce à l'aide aux devoirs que Pascal avait organisés 3 fois par semaine. « C'est très joli », approuva Juliette, en caressant les cheveux désormais bien coiffés de sa fille. « Tu as remercié M. Pascal ?»« Bien sûr », affirma Manon avec conviction, « et je lui ai fait un dessin de nous 3. Il a dit qu'il l'accrocherait dans son bureau. » Cette remarque fit naître un sentiment complexe chez Juliette. La présence de Pascal dans leur vie avait pris une dimension qu'elle n'avait pas anticipée. Ce qui devait être une aide temporaire s'était transformé en une relation quasi quotidienne. Ils passaient presque tous les soirs, apportant non seulement des cadeaux matériels, mais aussi, et c'était peut-être le plus important, du temps, de l'attention, de la considération. « Va te préparer », dit-elle doucement à Manon. « N'oublie pas que tu as école aujourd'hui. » Une fois seule, Juliette termina de s'habiller, optant pour une tenue simple mais soignée qu'elle avait achetée la veille, son premier achat personnel depuis des mois, rendu possible par l'avance sur salaire que Pascal lui avait versé. Car oui, elle avait finalement accepté sa proposition d'emploi, un poste de responsable des services à la clientèle dans l'un de ses supermarchés, un travail qui correspondait à ses compétences et qui lui offrait un salaire décent, des horaires compatibles avec sa vie de mère célibataire, et surtout, une dignité retrouvée. Elle devait commencer la semaine suivante, et cette perspective la rendait à la fois anxieuse et impatiente. Anxieuse car elle doutait encore de ses capacités après cette longue période de galère, impatiente car chaque jour passé dans la dépendance financière de Pascal lui pesait davantage,
malgré toute sa gratitude. La sonnette retentit, tirant Juliette de ses réflexions. Ce devait être Pascal, qui avait proposé d'accompagner Manon à l'école ce matin-là. Depuis quelques semaines, il avait considérablement allégé son emploi du temps professionnel, déléguant certaines responsabilités à ses collaborateurs pour pouvoir être plus présent auprès d'elle. Cette réorganisation avait provoqué des tensions avec sa fiancée, Diane, dont Juliette avait eu des échos par bribes de conversations téléphoniques qu'elle surprenait parfois. « J'arrive », lança-t-elle en traversant rapidement l'appartement. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, ce n'est pas le visage familier de Pascal qui l'accueillit. C'était celui bien trop familier et pourtant presque oublié de Vincent Moreau. « Bonjour Juliette », dit-il avec ce sourire en coin qu'elle avait autrefois trouvé charmant et qui aujourd'hui lui glaçait le sang. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Juliette resta pétrifiée, incapable de répondre, de bouger, presque de respirer. Vincent, le père de Manon, l'homme qui l'avait abandonnée enceinte de 7 mois, après avoir vidé leur compte bancaire commun. L'homme qui n'avait jamais cherché à connaître sa fille, qui n'avait jamais versé un centime de pension alimentaire, qui avait simplement disparu. « Tu ne m'invites pas à entrer ?» demanda-t-il, son regard glissant sur l'embrasure de la porte, cherchant à voir l'intérieur de l'appartement. « J'aimerais voir ma fille. » Ces mots sortirent Juliette de sa stupeur. D'un geste instinctif, elle referma partiellement la porte, ne laissant qu'un entrebâillement par lequel elle pouvait parler. « Que veux-tu, Vincent ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre ferme. Il eut un petit rire, comme si la question était absurde. « Voir ma fille, je viens de te le dire. J'ai appris qu'elle avait eu 6 ans le mois dernier. Il est temps que je prenne mes responsabilités. Tu ne crois pas ?»« Tes responsabilités ?» répéta Juliette incrédule. « Tu as 6 ans de retard. »« Vincent, 6 ans !» Vincent haussa les épaules avec cette désinvolture qui avait été sa marque de fabrique. « Mieux vaut tard que jamais, non ? Allez, laisse-moi entrer. J'ai des cadeaux pour elle dans ma voiture. » Juliette remarqua alors la BMW rutilante garée en bas de l'immeuble, visible depuis le palier. Une voiture neuve, luxueuse, qui contrastait violemment avec le Vincent qu'elle avait connu, perpétuellement fauché, enchaînant les petits boulots et les arnaques. « Comment as-tu su où nous trouver ?» demanda-t-elle soudain méfiante. Le sourire de Vincent s'élargit. « Disons que j'ai mes sources, et ces sources m'ont aussi parlé de ton bienfaiteur, un certain Pascal Beaumont, le PDG des supermarchés Beaumont. Impressionnant, Juliette. Tu as fait du chemin depuis notre époque. » La façon dont il prononça ces mots, chargés d'insinuation, fit monter une vague de colère en Juliette. « Si tu insinues quoi que ce soit de déplacé, tu te trompes complètement. Monsieur Beaumont nous a aidés quand nous étions dans une situation désespérée, c'est tout. » « Bien sûr, » acquiesça Vincent avec un clin d'œil complice qui donna à Juliette l'envie de le gifler. « En tout cas, il semble très généreux. Nouvel appartement, école privée pour la petite, et d'après ce que j'ai entendu, un emploi bien payé pour toi. Une vraie success story. » Juliette se figea. Comment pouvait-il être au courant de tous ces détails? Qui l'avait informé? Et surtout, pourquoi maintenant, après toutes ces années? Maman, qui sait? La voix de Manon derrière elle fit sursauter Juliette. Sa fille se tenait dans le couloir, son cartable à la main, observant avec curiosité cet inconnu qui discutait avec sa mère. Vincent se pencha légèrement, apercevant l'enfant par l'entrebâillement de la porte. Son visage s'illumina d'un sourire qui parut presque sincère à Juliette, ce qui la déstabilisa encore davantage. « Bonjour, Manon, » dit-il doucement. « Je m'appelle Vincent. Je suis un vieil ami de ta maman. » Manon regarda sa mère avec perplexité, sentant confusément la tension qui émanait d'elle. « Va dans ta chambre, ma chérie, » ordonna Juliette d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Je t'appellerai quand ce sera l'heure de partir pour l'école. » Pour une fois, Manon obéit sans discuter, percevant instinctivement la gravité de la situation. Dès qu'elle eut disparu dans sa chambre, Juliette se retourna vers Vincent, la colère remplaçant désormais la stupeur initiale. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» siffla-t-elle à voix basse pour que Manon ne puisse pas entendre. « De l'argent? C'est ça? Tu as appris que ma situation s'améliorait et tu viens réclamer ta part ?» Vincent prit un air faussement offensé. « Tu me blesses, Juliette. Je veux simplement connaître ma fille. C'est mon droit le plus strict, légalement parlant. »« Ton droit ?»
Juliette eut un rire amer. Tu as renoncé à ce droit quand tu as disparu sans laisser d'adresse il y a 6 ans. Tu n'as jamais répondu à mes appels, jamais demandé de ses nouvelles, jamais envoyé un centime pour son éducation ou sa santé. J'avais mes raisons, se défendit mollement Vincent. J'étais jeune, j'avais peur, je n'étais pas prêt. Et maintenant tu l'es, rétorqua Juliette avec scepticisme. Qu'est-ce qui t'a changé, Vincent? Ou plutôt, combien? Combien espères-tu soutirer à Pascal Beaumont pour disparaître à nouveau de nos vies? Le masque de Vincent se fissura légèrement, révélant une lueur calculatrice dans son regard. Tu as toujours été intelligente, Juliette. Trop intelligente pour ton bien, d'ailleurs. Disons que j'ai eu vent de certaines informations concernant ton bienfaiteur. Sa fortune colossale, son engagement soudain envers une mère célibataire et sa fille, les rumeurs qui commencent à circuler dans son entourage. Je me suis dit que peut-être il serait prêt à, disons, s'assurer que ma présence ne vienne pas compliquer sa généreuse entreprise. Juliette sentit un frisson glacé parcourir son échine. Vincent n'avait pas changé. Il était toujours cet opportuniste sans scrupules, prêt à exploiter n'importe quelle situation pour son profit personnel. « Tu me dégoûtes, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas changé d'un iota. »« Oh, détrompe-toi, » sourit Vincent. « J'ai beaucoup changé. J'ai appris à être plus stratégique, et ma stratégie actuelle est simple. Soit ton ami millionnaire accepte de négocier avec moi, soit j'entame une procédure pour obtenir la garde partagée de Manon. Imagine un peu le scandale. Le PDG des supermarchés Beaumont impliqué dans un conflit de garde d'enfants. Les tabloïds adoreraient ça, tu ne crois pas? La menace était claire, et Juliette sentit son cœur se serrer à l'idée que Manon puisse être utilisée comme monnaie d'échange dans ce chantage sordide. Elle ne te connaît même pas, plaida-t-elle. Tu n'as jamais fait partie de sa vie. Tu lui ferais plus de mal que de bien en débarquant ainsi. C'est là que tu te trompes, répliqua Vincent. Les enfants s'adaptent vite, et puis je peux être un père charmant quand je veux. Qui sait, peut-être qu'elle préférera son vrai père à ce substitut fortuné que tu lui as trouvé. Avant que Juliette ne puisse répondre, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant l'immeuble attira leur attention. Pascal venait d'arriver, sortant de sa berline avec cette élégance décontractée qui le caractérisait. Il leva les yeux vers l'immeuble et aperçut Juliette et Vincent sur le palier. Même à cette distance, elle put voir son expression se transformer, passant de la sérénité à l'inquiétude. « Tiens, quand on parle du loup, » murmura Vincent avec un sourire mauvais, « voilà l'homme du jour. » Juliette sentit la panique l'envahir. Cette confrontation qu'elle redoutait allait avoir lieu maintenant, sans qu'elle ait eu le temps de préparer Pascal, de lui expliquer la situation, de le mettre en garde contre les manipulations de Vincent. « Va-t'en, » ordonna-t-elle à Vincent. « Nous en reparlerons plus tard, mais pas devant Manon, pas comme ça. » Vincent eut un rire bref. « Oh non, je ne vais nulle part. C'est l'occasion parfaite pour faire connaissance, avec l'homme qui s'occupe si généreusement de ma famille. Nous ne sommes pas ta famille, » siffla Juliette, mais Vincent ne l'écoutait déjà plus, son attention entièrement tournée vers Pascal, qui montait les escaliers d'un pas rapide. Lorsque Pascal atteignit le palier, son regard passa de Juliette, visiblement bouleversée, à cet inconnu dont l'attitude désinvolte contrastait avec la tension palpable de la situation. « Juliette, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. Avant qu'elle ne puisse répondre, Vincent tendit la main avec un sourire affable qui ne trompait personne. « Vincent Moreau, le père de Manon. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Beaumont, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Pascal ne prit pas la main tendue, son regard allant de Vincent à Juliette, comprenant instantanément la nature de la situation. « Je vois, » dit-il simplement. Puis, se tournant vers Juliette, « Est-ce que Manon est prête? Je peux l'emmener à l'école pendant que vous discutez. » La gratitude envahit Juliette face à cette proposition qui épargnerait à sa fille d'être témoin de cette confrontation. « Oui, elle est prête, » acquiesça-t-elle rapidement. « Manon, » appela-t-elle, « Monsieur Pascal est là pour t'emmener à l'école. » La fillette apparut en trombe, son visage s'illuminant à la vue de Pascal. Elle s'arrêta net en apercevant Vincent, comme si elle sentait instinctivement que quelque chose n'allait pas. « Bonjour, monsieur Pascal, » dit-elle timidement, se rapprochant de lui comme pour chercher protection. Pascal lui sourit,
s'efforçant de paraître détendu malgré la tension ambiante. « Bonjour Manon. Tu es prête pour une nouvelle journée d'aventures à l'école ?» Elle hocha la tête, glissant sa petite main dans celle de Pascal avec une confiance qui n'échappa pas à Vincent, dont le sourire se crispa légèrement. « Ah, ce soir, maman !» dit Manon en embrassant rapidement Juliette. Puis, avec une politesse qui serra le cœur de sa mère, elle ajouta à l'attention de Vincent « Au revoir, monsieur. »« À bientôt, Manon !» répondit Vincent, d'une voix mielleuse qui donna des frissons à Juliette. Pascal et Manon descendirent les escaliers, laissant Juliette seule face à son passé ressurgi sans prévenir. Dès qu'ils furent hors de portée de voix, Vincent reprit son ton maintenant, dépourvu de toute amabilité feinte. « Intéressant cette relation entre ta fille et ce millionnaire. On dirait presque qu'il joue au papa, touchant vraiment, et lucratif potentiellement. » Juliette se redressa, puisant dans une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne te laisserai pas gâcher ce que nous avons construit, Vincent, ni utiliser Manon comme instrument de chantage. »« Nous verrons, » répliqua-t-il avec une assurance tranquille qui l'effraya plus que toutes ses menaces. « Je te laisse ma carte. Dis à ton ami que je suis ouvert à la discussion, à tout moment. » Il lui tendit une carte de visite clinquante qui indiquait Vincent Moreau, consultant, sans autre précision. Puis, avec un dernier sourire qui se voulait énigmatique, il tourna les talons et descendit l'escalier, laissant derrière lui un parfum coûteux et une menace bien réelle. Juliette referma lentement la porte, s'y adossant comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Le cauchemar qu'elle avait redouté pendant toutes ces années venait de prendre forme. Vincent était de retour, et il menaçait non seulement sa relation naissante avec Pascal, mais surtout le bien-être et la stabilité de Manon. Elle regarda la carte de visite qu'elle tenait encore, tentée de la déchirer, de la brûler, de faire disparaître toute trace de cet homme qui avait déjà causé tant de souffrances dans sa vie. Mais elle savait que ce ne serait qu'un geste symbolique, vain face à la détermination de Vincent. Cette fois, elle devrait l'affronter. Et pour cela, elle aurait besoin de Pascal, ce qui signifiait qu'elle devrait lui révéler des aspects de son passé qu'elle aurait préféré garder secret. Le palais de justice de Paris imposait par sa seule présence. Ses colonnes majestueuses, ses hauts plafonds et ses salles solennelles incarnaient l'autorité de la loi, immuable et inflexible. Dans l'une de ces salles, Juliette attendait, les mains crispées sur son sac à main, tentant de maîtriser les tremblements qui la parcouraient par vagues. À ses côtés, Pascal, impeccable dans son costume sombre, dégageait une assurance tranquille qui la rassurait malgré la gravité de la situation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réapparition de Vincent. 3 semaines de cauchemars pendant lesquelles l'homme n'avait cessé d'intensifier sa pression, passant des insinuations aux menaces à peine voilées, exigeant finalement une somme exorbitante pour renoncer à ses droits paternels. Face à ce chantage, Pascal et Juliette avaient décidé d'un commun accord de ne pas céder. Au lieu de cela, ils avaient consulté Maître Claire Dufresne, l'une des meilleures avocates familiales de Paris, recommandée par un ami de Pascal. Ce que Vincent n'avait pas anticipé, c'était la détermination de Juliette à protéger sa fille, couplée aux ressources et à l'influence de Pascal. Plutôt que de négocier en secret comme l'espérait Vincent, ils avaient apporté l'affaire devant la justice, demandant officiellement la déchéance des droits parentaux de Vincent pour abandon de famille et tentative d'extorsion. La contre-attaque de Vincent ne s'était pas fait attendre. Une demande de garde partagée, accompagnée d'insinuations sur la nature de la relation entre Pascal et Juliette, et de questions sur l'influence potentiellement néfaste d'un homme fortuné s'immisçant dans l'éducation d'une enfant qui n'était pas la sienne. « Ne t'inquiète pas, » murmura Pascal, couvrant la main tremblante de Juliette de la sienne. « Nous avons la vérité de notre côté. Vincent n'a aucune preuve de ce qu'il avance, alors que nous avons des années d'absence et de négligence à lui opposer. » Juliette acquiesça faiblement, mais son angoisse restait palpable. Ces dernières semaines avaient été particulièrement éprouvantes pour Manon, qui avait dû rencontrer plusieurs fois son père biologique sous la supervision d'une assistante sociale. La fillette, d'abord curieuse et intimidée, s'était progressivement refermée face aux tentatives maladroites de Vincent pour gagner son affection à travers des cadeaux coûteux
et des promesses extravagantes. « J'ai peur pour elle », avoua Juliette à voix basse. « Si jamais le juge décidait... »« Il ne le fera pas, » l'interrompit doucement Pascal. « Fais confiance à la justice, et surtout, fais confiance à Manon. Elle sait ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. » La porte de la salle s'ouvrit, laissant entrer Maître Dufresne, une femme d'une 50aine d'années, dont l'élégance discrète et l'expression déterminée inspiraient de confiance. Elle était suivie de près par l'assistante sociale qui avait supervisé les rencontres entre Manon et Vincent, ainsi que par la psychologue qui avait évalué la fillette. « Nous sommes prêts, » annonça l'avocate. « Le juge va d'abord s'entretenir en privé avec Manon, comme c'est la procédure dans ces cas. Ensuite, nous entrerons tous pour l'audience proprement dite. » Juliette sentit son cœur se serrer à l'idée de sa petite fille face à un juge. Est-ce qu'elle est obligée de témoigner? Elle n'a que 6 ans. Maître Dufresne posa une main rassurante sur son épaule. Le juge est spécialisé dans les affaires familiales, Madame Leroy. Il a l'habitude de parler aux enfants et sait comment les mettre à l'aise. Et Manon a démontré une maturité remarquable lors de nos préparations. Elle comprend l'importance de dire la vérité. C'était précisément ce qui inquiétait Juliette. Cette maturité précoce de sa fille, forcée de grandir trop vite dans un monde d'adultes aux motivations complexes. Manon avait dû faire face à la pauvreté, à la maladie de sa mère, et maintenant à ce père surgi de nulle part qui prétendait vouloir faire partie de sa vie après 6 ans d'absence totale. La porte s'ouvrit à nouveau et Manon apparut, tenant la main d'une greffière, qui lui souriait avec bienveillance. La fillette portait une robe simple mais élégante, ses cheveux soigneusement coiffés en 2 tresses. Elle semblait petite et vulnérable dans ce cadre imposant, mais son regard était clair et déterminé. « Maman !» s'écria-t-elle en courant, vers Juliette, qui la serra fort contre elle. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Juliette, scrutant le visage de sa fille à la recherche du moindre signe de détresse. Manon hocha la tête avec un sérieux qui serra le cœur de sa mère. « La dame m'a expliqué que je dois juste dire la vérité au monsieur avec la grande robe noire. C'est facile, la vérité. C'est ce qui s'est vraiment passé, pas ce qu'on invente. » Pascal s'accroupit à leur hauteur, adressant à Manon un sourire encourageant. « Tu es très courageuse, Manon. Nous sommes fiers de toi, quoi qu'il arrive. » La fillette lui rendit son sourire. Cette complicité naturelle entre eux témoignant d'un lien qui s'était tissé jour après jour, fait de petits gestes, de discussion, de présence. « Monsieur Pascal, » dit-elle soudain avec gravité, « est-ce que vous allez rester avec nous après, même si le monsieur qui dit qu'il est mon papa veut m'emmener parfois ?» La question, dans sa simplicité enfantine, touchait au cœur même des enjeux de cette journée. Pascal échangea un regard avec Juliette, cherchant dans ses yeux l'autorisation de répondre sincèrement. « Je serai toujours là pour toi et ta maman, Manon, » affirma-t-il finalement. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui ou demain, c'est une promesse. » La fillette parut satisfaite de cette réponse, son visage s'éclairant d'un sourire confiant. Ce fut à ce moment précis que Vincent fit son entrée, accompagné de son avocat, un homme à l'allure agressive dont la réputation d'intransigeance n'était plus à faire. Vincent était méconnaissable. Fini le sourire arrogant et l'attitude désinvolte. Il arborait désormais un costume sobre, une coupe de cheveux classique et une expression de gravité étudiée, l'image même du père responsable injustement privé de sa fille. Manon se raidit imperceptiblement à sa vue, se rapprochant instinctivement de Pascal et Juliette. « Bonjour Manon », dit Vincent d'une voix douce qui sonnait faux aux oreilles de Juliette. « Tu es très jolie aujourd'hui. » La fillette murmura un merci à peine audible, mais ne fit aucun mouvement vers lui, restant fermement ancrée entre sa mère et Pascal, comme si elle avait déjà choisi son camp dans cette bataille d'adultes. L'huissier de justice apparut à l'entrée de la salle d'audience. « Affaire Leroy contre Moreau. Veuillez entrer, s'il vous plaît. » Les 2 parties se dirigèrent vers la salle, séparées par un couloir invisible, mais palpable de tension et d'appréhension. Juliette sentit la main de Pascal serrer brièvement la sienne, un geste discret mais éloquent de soutien et de solidarité. La salle d'audience, plus petite et moins intimidante que Juliette ne l'avait imaginé, était dominée par l'estrade où siégeait le juge aux affaires familiales, un homme d'une 60aine d'années au visage grave mais bienveillant. Il invita chacun à prendre place,
accordant une attention particulière à Manon, qu'il salua d'un sourire rassurant. Les présentations et formalités d'usage furent rapidement expédiées, puis le juge donna la parole à Maître Dufresne pour présenter les arguments de Juliette. L'avocate déroula méthodiquement les faits. L'abandon de Vincent durant la grossesse, son absence totale pendant 6 ans, son refus de verser la moindre pension alimentaire, puis sa réapparition soudaine coïncidant avec l'amélioration de la situation financière de Juliette grâce à l'aide de Pascal Beaumont. Ce n'est pas un père qui cherche à renouer avec sa fille que nous avons devant nous, monsieur le juge, conclut-elle fermement. C'est un opportuniste qui a vu une occasion de profit et qui n'hésite pas à utiliser une enfant comme monnaie d'échange. L'avocat de Vincent se leva à son tour, déroulant un récit bien différent, celui d'un jeune homme immature qui avait fait des erreurs, certes, mais qui avait mûri et souhaitait désormais assumer ses responsabilités. Il insinua que Juliette avait délibérément éloigné Vincent de sa fille, profitant de sa situation précaire pour l'empêcher d'exercer ses droits paternels. Puis, dans une manœuvre que Maître Dufresne avait anticipée, il orienta son propos vers Pascal. Il est troublant de constater, monsieur le juge, la soudaine implication de monsieur Beaumont dans la vie de cette famille. Un homme fortuné, sans enfant, qui développe un intérêt particulier pour une mère célibataire en difficulté et sa fille. La nature exacte de cette relation reste floue, mais on peut légitimement se demander si l'influence d'un étranger, aussi bien intentionné soit-il, est vraiment dans l'intérêt de l'enfant, surtout quand elle a la possibilité de renouer avec son véritable père. Juliette sentit la colère monter en elle face à ces insinuations, mais Maître Dufresne lui avait conseillé de rester calme, quelles que soient les prophéties, les provocations. Pascal, à ses côtés, maintint également une expression impassible, bien que la tension dans sa mâchoire trahît son indignation. Le juge écouta attentivement les deux parties, posant occasionnellement des questions précises qui témoignaient de sa connaissance approfondie du dossier. Puis vint le moment que Juliette redoutait le plus, les témoignages personnels. Vincent fut appelé en premier. Il joua parfaitement son rôle de père repentant, admettant ses erreurs passées avec une apparente sincérité, parlant de sa connexion immédiate avec Manon lors de leur rencontre supervisée, évoquant les projets qu'il avait pour elle. Une chambre déjà préparée dans son appartement, une inscription dans une école prestigieuse, des vacances enrichissantes. Il présenta des photos de cette chambre, décorée avec soin dans des tons pastels, remplie de jouets et de livres, une mise en scène parfaite de paternité dévouée. Lorsque ce fut au tour de Juliette, elle s'avança avec appréhension, mais parla avec une sincérité qui contrastait avec le discours soigneusement préparé de Vincent. Elle raconta les années de solitude, les difficultés à élever seul un enfant sans soutien, sa lutte quotidienne pour offrir à Manon une vie digne malgré la précarité. Elle évoqua la pneumonie qui avait failli l'emporter et comment la rencontre fortuite avec Pascal avait changé leur existence. Monsieur Beaumont n'a jamais cherché à remplacer le père de Manon, précisa-t-elle, anticipant les questions. Du juge, il a simplement été présent, attentif, généreux de son temps autant que de ses ressources. Ma fille s'est attachée à lui parce qu'il lui a montré ce qu'un adulte responsable et bienveillant pouvait être, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu avec son père biologique. Le juge hocha la tête, puis se tourna vers Pascal, l'invitant à témoigner à son tour. L'homme d'affaires s'exprima avec une éloquence mesurée, expliquant comment la rencontre avec Manon l'avait profondément touché et avait déclenché en lui une prise de conscience sur les inégalités sociales et sur ses propres priorités. « Je n'ai jamais eu l'intention de m'immiscer dans la vie de cette famille, » affirma-t-il. « J'ai simplement répondu à un appel à l'aide, d'abord de Manon, puis de sa mère. Et au fil des semaines, j'ai développé un attachement sincère pour cet enfant extraordinaire et pour sa mère courageuse. Mon seul souhait est leur bien-être, quelle que soit la décision que vous prendrez aujourd'hui. » Après les témoignages, des adultes vinrent ceux des professionnels. L'assistante sociale décrivit les rencontres entre Manon et Vincent, notant l'attitude parfois inappropriée de ce dernier qui semblait plus préoccupé par l'impression qu'il donnait que par les besoins réels de sa fille. La psychologue évoqua les dessins de Manon, où Pascal apparaissait systématiquement aux côtés de Juliette, formant une structure familiale stable, tandis que Vincent était soit absent,
soit représenté à distance. Enfin, le moment crucial, arriva le témoignage de Manon. Le juge, soucieux de lui épargner un stress supplémentaire, proposa qu'elle s'exprime depuis une petite table installée près de son estrade, plutôt que depuis la barre des témoins. La fillette s'avança d'un pas hésitant mais déterminé, ses petites mains serrant nerveusement le bord de sa robe. « Bonjour Manon, » dit doucement le juge. « Nous nous sommes déjà rencontrés tout à l'heure, tu te souviens? Je vais te poser quelques questions et tu répondras simplement ce que tu penses. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. » Manon hocha la tête, son regard allant brièvement vers sa mère qui lui adressa un sourire encourageant. « Peux-tu me dire comment tu te sens quand tu es avec ta maman ?» demanda le juge. « Bien, » répondit simplement Manon. Puis, après une pause, « En sécurité, maman s'occupe toujours de moi, même quand elle est très fatiguée ou triste. Elle me lit des histoires et m'aide pour mes devoirs. Et elle me fait des câlins quand j'ai peur. Et avec Monsieur Beaumont, comment te sens-tu » Le visage de Manon s'illumina légèrement. « Monsieur Pascal est gentil. Il ne crie jamais, même quand je fais des bêtises. Il m'explique des choses que je ne comprends pas et il joue avec moi aux échecs, même si je ne sais pas bien jouer. Et il a aidé maman quand elle était très malade. » Te souviens-tu de ce jour-là? Quand ta maman était malade? Manon acquiesça gravement. J'avais très peur, maman était chaude et elle parlait bizarrement. Elle ne pouvait plus se lever pour faire à manger ou me conduire à l'école. Alors j'ai pris le métro toute seule pour aller chercher une nouvelle maman au magasin. Un murmure ému parcourut l'assistance à ces mots, et même l'avocat de Vincent sembla momentanément déstabilisé. « Et c'est là que tu as rencontré Monsieur Beaumont », encouragea le juge. « Oui, il a dit qu'il n'avait pas de maman à vendre, mais qu'il connaissait un docteur qui pourrait aider la mienne. Et il est venu avec moi à la maison, et il a fait venir le docteur, et après, il est revenu tous les jours. Pour voir si maman allait mieux. » Le juge hocha la tête, puis orienta délicatement la conversation vers Vincent. « Et avec Monsieur Moreau, comment te sens-tu » Manon hésita, jetant un regard incertain vers Vincent qui lui souriait avec insistance. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement. « Il dit qu'il est mon papa, mais je ne me souviens pas de lui avant. Il m'apporte beaucoup de cadeaux, des jouets très chers. Mais... » Elle s'interrompit, visiblement mal à l'aise. « Tu peux tout dire, Manon, » l'encouragea doucement le juge. « Personne ne sera fâché contre toi. Mais il pose beaucoup de questions sur Monsieur Pascal, » poursuivit-elle alors. « Il veut savoir s'il dort à la maison, s'il fait des câlins à maman, s'il est riche. Et il dit que si je vais vivre avec lui, j'aurai une chambre comme une princesse et que je pourrai avoir tous les jouets que je veux. » Vincent se raidit sur son siège, tandis que son avocat griffonnait frénétiquement des notes. « Et toi, qu'est-ce que tu voudrais, Manon ?» demanda finalement le juge. « Si tu pouvais choisir ?» La réponse de la fillette fut immédiate et sans équivoque. « Je veux rester avec maman, et je voudrais que Monsieur Pascal continue à venir nous voir. Il rend maman heureuse, elle rit plus. Souvent maintenant. »« Et Monsieur Moreau, tu voudrais le voir aussi ?» Manon baissa les yeux, manifestement tiraillée entre sa sincérité naturelle et la crainte de blesser. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Il fait un peu peur parfois. Il parle gentiment devant les dames qui nous surveillent, mais après il dit des choses méchantes sur maman et Monsieur Pascal quand il croit que je n'écoute pas. » Cette déclaration provoqua une réaction immédiate de Vincent, qui se leva à moitié retenu de justesse par son avocat. Le juge lui lança un regard d'avertissement, puis se retourna vers Manon avec douceur. « Quelle sorte de chose méchante !»« Manon, il a dit que maman était une mot que je n'ai pas le droit de dire, » expliqua-t-elle avec embarras, « et que Monsieur Pascal allait se lasser de nous et nous abandonner, comme tous les riches qui s'amusent avec les pauvres. »« Mais c'est pas vrai !» ajouta-t-elle avec une soudaine véhémence. « Monsieur Pascal a promis qu'il resterait toujours avec nous, et il tient toujours ses promesses. » Le témoignage de Manon se poursuivit encore quelques minutes, chacune de ses réponses révélant, dans sa simplicité enfantine, une vérité que tous les discours élaborés des adultes n'avaient pu exprimer aussi clairement. Lorsqu'elle eut terminé, le juge la remercia chaleureusement pour son courage, et elle retourna s'asseoir entre Juliette et Pascal, qui l'accueillirent avec des regards emplis de fierté et d'émotion. Après une brève suspension d'audience, pendant laquelle le juge se retira pour délibérer, la décision tomba comme un couperet.
Vincent était déchu de son autorité parentale pour abandon de famille et comportement inapproprié envers l'enfant. Manon resterait sous la garde exclusive de sa mère et Vincent n'aurait droit qu'à des visites surveillées, une fois par mois, dans un lieu neutre désigné par les services sociaux, visites qui pourraient être reconsidérées ultérieurement, en fonction de son comportement et des réactions de l'enfant. Le visage de Vincent se décomposa, toute sa stratégie soigneusement élaborée, s'effondrant en quelques phrases prononcées par la voix claire d'une enfant de 6 ans. Son avocat tenta de protester, évoquant un possible appel, mais le juge l'interrompit d'un geste ferme. « Maître, les preuves sont accablantes, et le témoignage de l'enfant ne laisse aucune place au doute. Votre client n'a jamais agi dans l'intérêt de sa fille, mais uniquement dans le sien. Je vous conseille vivement de l'encourager à accepter cette décision et à modifier son comportement s'il souhaite maintenir un lien quelconque avec cet enfant. » Tandis que Vincent quittait la salle, le visage déformé par la rage et l'humiliation, Juliette sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle serra Manon contre elle, incapable de retenir ses larmes, de soulagement et de gratitude. « C'est fini, » murmura Pascal à son oreille. « Il ne pourra plus vous faire de mal. »« Grâce à toi, » répondit Juliette, en levant vers lui un regard où brillait une émotion nouvelle, non plus seulement la gratitude ou l'amitié, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Ils quittèrent le palais de justice dans une atmosphère étrange, mélange d'épuisement émotionnel et d'euphorie libératrice. Manon, qui avait été exceptionnellement courageuse tout au long de l'audience, commençait à montrer des signes de fatigue, se frottant les yeux et bâillant sans retenue. « Je propose que nous allions célébrer cette victoire, » suggéra Pascal, alors qu'ils descendirent les marches du palais. « Un goûter chez Angelina, qu'en dites-vous? J'ai entendu dire qu'ils font le meilleur chocolat chaud de Paris. » Manon s'anima immédiatement à cette perspective, mais Juliette semblait préoccupée, perdue dans ses pensées. « Juliette » s'inquiéta Pascal. « Tout va bien ?» Elle s'arrêta au milieu des marches, faisant face à cet homme qui avait bouleversé leur existence de façon si inattendue et si profonde. « Pascal, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te demander, quelque chose d'important. » Le soleil de septembre inondait le jardin du Luxembourg de sa lumière dorée, faisant scintiller les gouttes d'eau sur les feuillages fraîchement arrosés. Assis sur un banc face au grand bassin où les enfants faisaient naviguer leurs petits voiliers, Pascal observait Manon qui courait joyeusement autour de la fontaine, son rire cristallin se mêlant aux cris des autres enfants. Ces derniers mois avaient transformé la fillette. Plus épanouie, plus confiante, elle s'ouvrait au monde avec une curiosité et une joie qui réchauffèrent le cœur de tous ceux qui la côtoyaient. 4 mois s'étaient écoulés depuis le procès. 4 mois durant lesquels leur vie avait pris un tournant décisif. La question que Juliette lui avait posée ce jour-là sur les marches du palais de justice résonnait encore dans sa mémoire. « Est-ce que tu pourrais envisager de faire vraiment partie de nos vies? Pas seulement comme un bienfaiteur ou un ami, mais comme quelqu'un de permanent ?» Sa réponse avait été immédiate et sans équivoque. Un oui qui venait du plus profond de son être, comme s'il avait attendu toute sa vie cette question précise. Dans les jours qui avaient suivi, les événements s'étaient enchaînés avec une rapidité qui aurait pu sembler excessive à un observateur extérieur, mais qui leur avait paru parfaitement naturelle. Sa rupture avec Diane avait été douloureuse, mais inévitable. Elle n'avait jamais accepté sa relation avec Juliette et Manon, y voyant une trahison non seulement envers elle, mais aussi envers leur classe sociale. « Tu ne pourras jamais être vraiment heureux avec eux », avait-elle affirmé, lors de leur dernière conversation. « Tôt ou tard, tu te rendras compte du fossé qui vous sépare. » Pascal avait simplement répondu qu'il préférait combler ce fossé plutôt que de continuer à vivre dans l'illusion d'un bonheur fondé sur des valeurs qu'il ne partageait plus. Juliette avait commencé son nouveau travail au service clientèle du marché Beaumont, s'y révélant rapidement comme une employée exceptionnelle, dont l'empathie naturelle et l'expérience personnelle permettaient de résoudre les situations les plus délicates. Sa promotion au poste de responsable du programme social nouvellement créé par Pascal n'avait surpris personne. Ce programme qui offrait des emplois stables et des formations à des mères célibataires en situation précaire. Quant à Manon, elle s'était épanouie dans sa nouvelle école, rattrapant ses retards avec une facilité qui avait étonné ses enseignants.
Sa relation avec Pascal s'était approfondie naturellement, faite de moments partagés, de discussions, de jeux, d'apprentissage mutuel. Il lui apprenait les échecs et l'art de raconter des histoires. Elle lui enseignait la patience et la joie des petites choses, comme ce jour où elle avait passé une heure entière à lui montrer comment construire le parfait bateau en papier, celui qui flotte le plus longtemps sans se renverser. « À quoi penses-tu » demanda Juliette en s'asseyant à côté de lui sur le banc, 2 gobelets de café à la main. Pascal accepta le café avec un sourire reconnaissant à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, à quel point notre vie a changé. Juliette acquiesça, suivant du regard Manon, qui avait trouvé une nouvelle amie, et lui montrait comment lancer son bateau pour qu'il traverse le bassin sans heurter les autres embarcations miniatures. « Pour le mieux, » dit-elle doucement. « Je n'aurais jamais cru possible un tel bonheur. Parfois, je me réveille la nuit, et je me demande si tout cela est réel. » Pascal prit sa main, caressant doucement l'anneau simple qui ornait son annulaire, un anneau de fiançailles choisi ensemble, loin des diamants ostentatoires que Diane avait toujours convoités. Leur mariage était prévu pour le mois suivant, une cérémonie intime à la mairie du 18e arrondissement, suivie d'une réception dans le jardin de la maison qu'ils venaient d'acquérir ensemble dans ce même quartier. Une maison modeste mais chaleureuse, avec une chambre pour Manon décorée selon ses goûts, un petit bureau pour Juliette, et surtout un jardin où la fillette pourrait jouer en toute liberté. « J'ai une surprise pour vous deux », annonça Pascal, sortant de sa poche une enveloppe qu'il tendit à Juliette. « J'attendais le bon moment pour vous en parler. » Intriguée, Juliette ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents officiels. Elle les parcourut rapidement, puis leva vers Pascal un regard où l'incrédulité se mêlait à une émotion profonde. « Une demande d'adoption » murmura-t-elle, les mains légèrement tremblantes. « Tu veux adopter Manon ?» Pascal acquiesça, soudain inquiet devant son expression indéchiffrable. « Si tu es d'accord, bien sûr, et Manon aussi. Je ne veux rien précipiter, mais j'ai pensé que, peut-être, après le mariage... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Juliette avait posé les papiers sur le banc et s'était jetée dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui le surprit dans ce lieu public. « Bien sûr que je suis d'accord, » souffla-t-elle contre ses lèvres. « C'est ce que j'espérais sans oser te le demander. » Manon choisit ce moment pour revenir vers eux, son bateau en papier à la main, trempé mais toujours intact. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle en voyant les larmes qui brillaient dans les yeux de sa mère. « Pourquoi tu pleures, maman ?» Juliette essuya rapidement ses joues, adressant à sa fille un sourire rayonnant. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie. Monsieur Pascal a quelque chose de très important à te demander. » Pascal s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette, soudain nerveux face à ses grands yeux confiants qui le regardaient avec curiosité. « Manon, » commença-t-il, cherchant ses mots malgré les nombreuses répétitions mentales qu'il avait faites, « tu sais que ta maman et moi allons nous marier le mois prochain. » Elle hocha vigoureusement la tête. « Oui, et je vais porter une robe rose et lancer des pétales de fleurs, et après, on va manger un gros gâteau. » Pascal sourit, touché par son enthousiasme. « Exactement. Et après ce mariage, si tu es d'accord, j'aimerais devenir officiellement ton papa. Pas pour remplacer ton père biologique, mais pour être un deuxième papa, celui qui sera toujours là pour toi, qui t'aidera à grandir, qui t'aimera quoi qu'il arrive. Qu'en penses-tu » Manon le fixa longuement, son petit visage soudain très sérieux, comme si elle soupesait cette proposition avec toute la gravité qu'elle méritait. « Est-ce que je devrais t'appeler papa alors ?» demanda-t-elle finalement. « Tu peux m'appeler comme tu veux, » répondit doucement Pascal. « Monsieur Pascal ou Pascal tout court, ou papa si un jour tu en as envie. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, pas les mots que tu utilises. » La fillette sembla réfléchir encore un instant, puis un sourire lumineux éclaira son visage. Sans prévenir, elle se jeta au cou de Pascal, manquant de le faire basculer en arrière. « J'aimerais beaucoup que tu sois mon papa, » déclara-t-elle avec conviction, « parce que c'est ce que tu es déjà dans mon cœur depuis longtemps. » Cette déclaration d'une simplicité et d'une sincérité bouleversantes fit monter les larmes aux yeux de Pascal. Il serra Manon contre lui, incapable de parler, submergé par une émotion qui dépassait tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Juliette les rejoignit, s'agenouillant à côté d'eux, formant un cercle parfait, une famille née non pas
Du sang, mais d'un choix conscient, d'un amour qui avait grandi jour après jour, rencontre après rencontre. « Je crois que nous avons une réponse », dit-elle doucement, caressant les cheveux de sa fille. Ils restèrent ainsi un long moment, indifférents, aux regards attendris des passants, savourant ce bonheur simple et profond qui était désormais le leur. 6 mois plus tard, par une froide journée de février, l'inauguration du nouveau supermarché L'Espoir attirait une foule nombreuse dans le 18e arrondissement de Paris. Ce n'était pas un marché Beaumont ordinaire, mais un concept novateur imaginé par Pascal et développé avec l'aide de Juliette. Un magasin solidaire où les prix étaient adaptés aux revenus des clients, où des ateliers de formation professionnelle étaient proposés aux personnes en réinsertion et où un espace était spécialement dédié aux enfants pendant que leurs parents faisaient leurs courses. Debout sur une petite estrade, improvisée, Pascal s'apprêtait à prononcer le discours d'inauguration. À ses côtés, Juliette, désormais Juliette Beaumont, dirigeait l'ensemble du programme social du groupe, mettant à profit son expérience personnelle pour créer des solutions concrètes et efficaces. Quant à Manon perchée sur une chaise pour voir par-dessus la foule, elle affichait un sourire fier, son nouvel uniforme scolaire impeccable sous son manteau d'hiver. « Mesdames, messieurs » commença Pascal, sa voix légèrement amplifiée par un micro discret, « je vous remercie d'être venus si nombreux pour l'ouverture de ce magasin pas comme les autres. L'espoir n'est pas simplement un nom choisi au hasard. C'est le mot qu'une petite fille a utilisé pour décrire ce qu'elle a ressenti le jour où sa vie a changé. Le jour où elle est entrée dans l'un de mes magasins avec une pièce de 2 €, demandant à acheter une maman. Un murmure ému parcourut l'assistance, beaucoup connaissant déjà cette histoire qui avait fait le tour de l'entreprise, devenant presque une légende. Cette petite fille, poursuivit Pascal en souriant à Manon, m'a enseigné plus en quelques minutes que toutes mes années d'études en commerce et de pratique des affaires. Elle m'a rappelé que derrière chaque statistique, chaque chiffre de pauvreté ou de précarité, il y a des êtres humains réels, des enfants qui ont faim, des parents qui luttent, des familles qui espèrent. Et surtout, elle m'a montré que parfois un simple geste peut changer une vie entière. Il marqua une pause, balayant du regard la foule où se mêlaient employés, clients potentiels, journalistes et simples curieux. Ce magasin est dédié à toutes les Manon et toutes les Juliettes de notre ville, à ceux qui luttent quotidiennement pour leur dignité et leur survie. Mais il est aussi dédié à tous les Pascal qui s'ignorent encore, à tous ceux qui ont le pouvoir d'aider et qui ne savent pas par où commencer. Car aider n'est pas seulement une question de moyens financiers, c'est avant tout une question de présence, d'écoute, de respect. Juliette s'avança alors, prenant le relais avec une assurance qui impressionna Pascal, elle qui, quelques mois plus tôt, tremblait à l'idée de parler en public. « L'espoir est né d'une rencontre improbable », expliqua-t-elle, « mais il se veut un lieu de rencontres multiples et enrichissantes pour tous, un lieu où les barrières sociales s'effacent, où chacun est accueilli avec la même considération, quels que soient ses moyens ou son origine. » Elle détailla alors les différentes initiatives qui feraient de la spécificité de ce magasin. Le système de prix solidaire, les ateliers de formation, le service de garde d'enfants, le programme d'insertion professionnelle spécialement conçu pour les mères célibataires. Et pour symboliser notre engagement, conclut-elle en se tournant vers Manon, je laisse la parole à celle qui a tout déclenché, à celle qui nous a rappelé l'essentiel. Avec l'aide de Pascal, Manon monta sur l'estrade, tenant dans ses mains une grande paire de ciseaux décorés de rubans. Malgré la foule qui l'observait, elle semblait parfaitement à l'aise, adressant même un petit signe de la main à ses camarades de classe, venus spécialement pour l'occasion avec leur institutrice. « Bonjour à tous », dit-elle dans le micro, que Pascal avait baissé à sa hauteur. « Je m'appelle Manon Beaumont et j'ai 7 ans. Quand j'étais plus petite, ma maman était très malade et nous n'avions pas beaucoup d'argent. Alors j'ai voulu acheter une nouvelle maman avec ma pièce de 2 €. Des sourires attendris fleurirent sur les visages des spectateurs, touchés par cette innocence enfantine face à l'adversité. Je n'ai pas trouvé de maman à acheter, poursuivit-elle avec sérieux, mais j'ai trouvé quelque chose de bien mieux, quelqu'un qui nous a choisis, ma maman et moi. Quelqu'un qui est devenu mon papa, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. » Elle se tourna vers Pascal, lui adressant un sourire rayonnant qui valait tous les discours du monde. Puis,
Avec un naturel désarmant, elle ajouta « Et maintenant, nous ouvrons ce magasin pour aider d'autres personnes qui ont besoin d'espoir. Parce que l'espoir, c'est comme ma pièce de 2 euros. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça peut changer toute une vie. » Sur ces mots, elle s'avança vers le ruban tendu devant l'entrée du magasin et, aidée par Pascal et Juliette qui encadrèrent ses petites mains, elle coupa solennellement le ruban d'inauguration. Les applaudissements éclatèrent, spontanés et chaleureux, célébrant non seulement l'ouverture d'un commerce, mais aussi la naissance d'une vision différente, d'une approche plus humaine des affaires et des relations sociales. Alors que la foule commençait à entrer dans le magasin, Pascal attira Juliette et Manon à l'écart, formant un petit cercle intime au milieu de l'effervescence générale. « Je suis tellement fier de vous deux, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Et nous de toi » répondit Juliette en serrant sa main. « Est-ce qu'on peut aller manger une glace pour fêter ça » demanda Manon avec espoir, provoquant le rire de ses parents. « Bien sûr, » approuva Pascal, « mais d'abord j'ai quelque chose à vous montrer. » Il les conduisit vers l'entrée principale du magasin, leur indiquant une plaque discrète fixée sur le mur. Sur cette plaque, gravée dans le bronze, on pouvait lire « À Manon, qui a voulu acheter une mère avec une pièce de 2 euros et qui nous a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en argent mais en amour et en courage. Que ce lieu soit un témoignage vivant de cette leçon précieuse. » Juliette porta sa main à sa bouche, émue aux larmes, tandis que Manon déchiffrait lentement les mots, son petit visage s'illuminant de fierté à mesure qu'elle comprenait l'importance de ce témoignage. « Tu vois, » dit doucement Pascal en s'agenouillant à sa hauteur, « ta pièce de 2 euros a finalement acheté quelque chose de bien plus précieux qu'une maman. Elle a acheté une famille entière et maintenant, elle va aider des centaines d'autres familles. » Manon hocha gravement la tête, puis avec cette sagesse enfantine qui ne cessait d'étonner les adultes, elle répondit « Ce n'était pas la pièce qui était magique, papa. C'était le cœur des gens qui l'ont reçue. » Pascal et Juliette échangèrent un regard ému, reconnaissant dans cette simple phrase toute la profondeur de la leçon qu'ils avaient apprise. La vraie magie ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître l'humanité de l'autre, à tendre la main quand tout semble perdu. Ensemble, main dans la main, ils entrèrent dans le magasin « L'Espoir », symbole tangible d'une famille née non pas du sang mais du choix, et d'une vision du monde où la valeur d'une personne ne se mesurait pas à son compte en banque, mais à la générosité de son cœur. La petite pièce de 2 euros, désormais, encadrée dans le bureau de Pascal, continuait de briller doucement, rappelant à tous que parfois, le plus humble des trésors peut déclencher la plus extraordinaire des transformations. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Manon, Juliette et Pascal vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la en cliquant à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.